Quand on pense à Salvador Dali, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Évidemment, cette moustache, incroyable, qui pointe vers le ciel. Et puis, bien sûr, ces fameuses montres molles, qui dégoulinent comme du camembert en plein été. C'est l'image d'Épinal, n'est-ce pas? L'icône, l'excentrique, le génie. Mais voilà, cette image, il l'a fabriquée de toutes pièces. Et derrière, l'histoire est, bien, beaucoup plus complexe. Alors, allons-y, creusons un peu pour voir qui était vraiment l'homme derrière le mythe. Et le plus fort, c'est que Dali lui-même a parfaitement résumé ce paradoxe. La seule différence entre un fou et moi, c'est que je ne suis pas fou. C'est génial, non? Il a flirté avec la folie, il en a fait son terrain de jeu, son outil de création, mais il a toujours martelé qu'il était aux commandes. Et toute sa vie, tout son art, ça se joue là, sur cette corde raide, entre le génie pur et la prétendue démence. Alors, la question qu'on va se poser est simple. Qui était-il au fond? Le showman un peu mégalo que les médias s'arrachaient, ou un artiste, un vrai visionnaire dont les toiles nous hypnotisent encore aujourd'hui? Pour y voir plus clair, pas le choix. Il faut revenir au tout début, aux origines de l'homme et bien sûr du mythe. Allez, on commence par le commencement. On va regarder les événements qui ont façonné ce personnage, parce que c'est vraiment un personnage hors du commun. Et tout ça, bien avant qu'il ne devienne une célébrité planétaire. Et là, attention, on touche peut-être au cœur du réacteur psychologique de Dali. Imaginez la scène. Ses parents viennent de perdre leur premier fils. 9 mois plus tard, Salvador naît. Quand il a 5 ans, ses parents l'emmènent sur la tombe de ce frère et lui disent « C'est toi, tu es sa réincarnation ». C'est terrible. Dali a donc grandi avec cette idée d'être la copie d'un fantôme. Une obsession qui va le hanter et le pousser toute sa vie à prouver qu'il est unique. Absolument unique. Et cette ambition folle, cette mégalomanie qu'on lui connaît, eh bien, ça ne date pas de sa célébrité, pas du tout. C'était déjà là, en lui, depuis tout petit. Dali a toujours su, ou en tout cas cru, qu'il était un génie. Et toute son existence, ça a été une mission, le faire comprendre au monde entier. Ce n'était pas un masque, non, c'était vraiment lui. Bon, l'ambition, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Parce que Dali, c'était aussi un bosseur, un travailleur acharné avec un talent technique, mais vraiment exceptionnel. Alors, voyons un peu comment ce jeune type, un peu bizarre, est devenu un véritable maître. Alors, son parcours, c'est rapide et chaotique. En quelques années à peine, il dévore tout. L'impressionnisme, le cubisme, il touche à tout. Mais son arrogance, elle est déjà légendaire. L'anecdote de l'académie est incroyable. Il se fait virer parce qu'il déclare que ses profs ne sont pas assez bons pour le juger. C'est du Dali tout caraché. Et puis bien sûr, il y a Paris, la rencontre avec son idole, Picasso. C'est le début du match des titans. Et attention, erreur classique, on imagine souvent Dali comme un génie isolé dans sa tour d'ivoire. Pas du tout. À Madrid, il est au cœur d'un trio d'artistes qui va tout dynamiter, avec le cinéaste Luis Buñuel et le poète Federico García Lorca. Ensemble, ils plongent dans Freud, la psychanalyse, ils parlent cinéma, poésie. C'est là, dans cette effervescence, qu'il va trouver les armes pour sa propre révolution. Et c'est en arrivant à Paris que tout bascule. Là, il trouve enfin sa tribu, sa famille artistique, le surréalisme. C'était le cadre dont il rêvait pour laisser exploser son imagination complètement folle. Et impossible de parler de cette période sans parler d'elle. Gala. On ne peut absolument pas comprendre Dali si on ne comprend pas Gala. C'était tout sauf une simple épouse. C'était sa muse, son agent, sa manageuse, son ancre. C'est elle qui a pris ce génie complètement chaotique et qui l'a structuré, qui a géré les expos, vendu les toiles. Pour Dali, Gala, c'était tout simplement. Et sa grande contribution au mouvement, son coup de génie, c'est cette fameuse méthode paranoïaque critique. Ok, le nom est un peu barbare, je vous l'accorde. Mais l'idée est simple. Alors que les autres surréalistes laissaient leur inconscient parler tout seul, avec l'écriture automatique, Dali, lui, il prend les choses en main. Il ne se contente pas de rêver, il provoque ses délires, ses hallucinations, et ensuite il les analyse, il les peint. C'est comme ça qu'il crée ces images doubles incroyables, vous savez, où un visage est aussi un vase de fleurs. Seulement voilà, la lune de miel avec les surréalistes, elle ne va pas durer. Forcément. Dali est beaucoup trop Dali. Trop individualiste, pas assez politique pour le groupe d'André Breton, qui était très très à gauche. Et quand Dali commence à développer une fascination, disons, artistique pour la figure d'Hitler, et qu'il se moque ouvertement du marxisme, là c'est la rupture. Inévitable. En 1934, il est viré du groupe. Sa réaction? Un haussement d'épaule et cette phrase mythique « Le surréalisme, c'est moi. Point ». Alors, viré de Paris, enfin, du groupe surréaliste, qu'à cela ne tienne, Dali voit plus grand. Il se tourne vers un nouveau terrain de jeu, un terrain beaucoup plus vaste et, disons-le,
plus rentable, l'Amérique. Et pour résumer cette période américaine, il n'y a rien de mieux que cette pique lancée par son ancien ami, André Breton. Breton a pris les lettres de Salvador Dali et en a fait une anagramme, Avida Dollars, avide de dollars. C'était censé être une insulte, une façon de le tuer artistiquement. Mais Dali, en pur génie du marketing, a adoré. Il a presque revendiqué le surnom. Il a compris avant tout le monde que oui, l'art et le business, ça pouvait très bien marcher ensemble. Et il faut dire que le surnom n'était pas complètement faux. En Amérique, Dali, c'est une explosion. Il touche à tout, il travaille sur les décors d'un film pour Hitchcock, il collabore avec Walt Disney sur un dessin animé, il dessine des bijoux, des robes, il fait des portraits pour des milliardaires, il se retrouve en couverture du Time Magazine. Bref, il devient une superstar. Il fait voler en éclats la frontière entre l'art sérieux et la pop culture. Et ça, bien avant qu'un certain Andy Warhol ne s'y mette. Ok, fin de la parenthèse américaine. Après la guerre, Dali retourne en Espagne. Et là, son art va prendre un virage, encore un. Et celui-là est peut-être le plus inattendu de tous. Le grand choc de l'après-guerre, pour lui comme pour beaucoup, c'est Hiroshima, la bombe atomique. Pour Dali, c'est une révélation. Il se dit « la matière n'est pas solide, tout est fait de particules qui flottent ». Et cette idée va le rapprocher de deux choses a priori opposées, la physique nucléaire et la religion catholique. C'est la naissance de ce qu'il va appeler son mysticisme nucléaire. Il se met à peindre des scènes religieuses, mais où tout est en apesanteur, tout est décomposé en atomes, même la croix du Christ. Et on arrive à son chef-d'œuvre ultime. Et cette fois, ce n'est pas une peinture. Non, c'est un bâtiment entier. Le Théâtre-Musée Dali, dans sa ville natale de Figueras. C'est son testament. Il l'a imaginé de A à Z. C'est un labyrinthe, un spectacle. On plonge littéralement dans son cerveau. Avec ses œufs géants sur le toit et même sa propre tombe au sous-sol, tout a été pensé et conçu par lui, pour lui. C'est l'œuvre d'une vie. Bon, après tout ça, comment on résume un personnage pareil ? Un parcours aussi contradictoire, c'est tout le problème. Et c'est ce qu'on appelle justement le paradoxe Dali. Parce qu'en fait, il y a deux Dali. D'un côté, il y a l'artiste, le peintre à la technique juste parfaite, quasi classique, qui vénérait les maîtres de la Renaissance. Ses toiles sont bourrées de symboles personnels, intimes. Et puis, de l'autre côté, il y a le showman, le type qui se balade à Paris avec un fourmilier en laisse, le roi de l'autopromotion qui a transformé son propre nom en une marque planétaire. Et le truc, c'est que ces deux-là ne s'opposent pas. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Impossible de les séparer. Ce qui nous laisse avec la question finale. Finalement, est-ce que ce personnage excentrique, c'était une sorte d'armure pour protéger un artiste ultra sensible, ou est-ce que, au contraire, l'art n'était qu'un accessoire pour le plus grand showman du XXe siècle ? La vérité est sans doute quelque part entre les deux. Dans ce monde fascinant où la seule certitude, finalement, c'est que, fou ou pas fou, Salvador Dali était, et ça, personne ne peut le nier, un pur génie.